Bonjour à toi, cher spectateur, qui te sent queer, qui te sent bizarre, qui te sent un petit peu en marge, mais qui est accepté par tous. Et bienvenue donc dans une vidéo autour du nouveau long métrage de Luca Guadagnino, qui se nomme Queer, tout simplement. L'histoire, nous sommes au Mexique dans les années 50. Nous allons suivre Lee, qui semble être un mec qui, je crois, est auteur, mais n'a pas l'air de vraiment s'y intéresser au fait d'écrire, puisque son objectif, c'est de se beurrer la gueule et de se taper des petits jeunes. Mais un soir, au détour d'une rue et d'un combat de coq, il fait la rencontre d'un jeune garçon, et il va suivre ce jeune garçon. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce que ça serait trop vous en révéler, et ça serait dommage, clairement. Pour en parler avec moi, eh ben Maël, déjà de retour. Oui, mais quel plaisir! Mais oui, comme tu as ouvert cette année cinéma et tu reviens déjà. Et oui, c'est fou. Peut-être qu'on fera plus de vidéos que l'année dernière. Et bah pourquoi pas. Mais sachant que l'année dernière, il y en avait zéro. C'est déjà dépassé, dépassé ça. Comment vas-tu? Mais ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. On va parler d'un film quand même qui était assez attendu, avec du retard chez nous, puisque on va pas se mentir, le film a 4 mois de retard, je crois, par rapport aux États-Unis, voire même 5. Parce que je crois que le film est sorti en octobre de l'année dernière, quand même, aux États-Unis. Donc, il y a un petit moment, voilà, faut se poser des questions sur la rapidité de distribution de certains longs métrages. En contexte, quand même, c'était le deuxième film d'affilée que faisait l'année dernière Luca Guadagnino. Donc, après Challengers, qu'il avait sorti en avril, il sortait Queer en octobre. Nous, le film, du coup, a un petit peu plus de marge. Le long métrage devait à la base quand même être un gros morceau, notamment pour les BAFTA, les Oscars et même pas mal de cérémonies d'ailleurs. Je crois que même il devait être nommé aux Golden Globes. Et le film a en fait fait polémique puisque, bah, je vais pas vous mentir, si vous avez vu un petit peu les nominations, vous savez très bien de quoi je parle. Le film a, roulement de tambour, 0 plus 0. Il a rien. Personne ne veut nommer ce film nulle part. Ce qui a ouvert une réelle question à Hollywood autour notamment de la représentation du sexe à l'écran et de la sexualité de manière globale. C'est ça, parce que même Baby Girl, dont, rappelons-le, Nicole Kidman est quand même repartie à la Mostra de Venise avec le prix de la meilleure actrice, pareil, que dalle. Alors, le film est ce qu'il est, hein, vous avez pu voir mon avis sur cette chaîne et vous savez très bien ce que j'en pense, mais restons quand même d'un air factuel sur le fait que Nicole Kidman est quand même repartie avec un prix d'interprétation féminine. C'est dingue. Voilà. Donc à partir de là, le film a créé une espèce de petite polémique justement autour de cette complexité qu'a Hollywood de regarder le sexe et la représentation du sexe, sachant que, on va pas se mentir, si on devait ouvertement dire qu'il y en a un des deux qui est plus, on va dire, bizarre dans sa représentation du sexe, c'est plus Challengers que j'aurais tendance à qualifier de queer que de queer. Ah ok, d'accord. Ah, parce que je trouve que Challengers est maladroit dans sa manière de parler du trouble et de l'amour sous plusieurs angles. Alors que Queer est quand même plus, je trouve... c'est un peu plus direct. Bah, au moins il est plus cash quoi. Oui, non, mais on va pas se mentir, il est plus cash. Et autour de ça, le film tout de même s'est recréé une petite hype en France parce qu'il y a une vraie attente autour du long métrage de Guadagnino. Je vais m'arrêter là pour le contexte et je vais me tourner vers toi mon chamal et te demander ce que tu as pensé de ce Queer. Eh bien, ce Queer, j'en ai pas pensé grand chose. Honnêtement, j'ai pas tant que ça accroché. Ok. C'était pas, je l'attendais pas non plus énormément, mais je l'ai regardé avec beaucoup de curiosité. Il y a vraiment une bonne heure et demie où il se passe pas grand chose. Et même vers la fin où il commence à se passer des choses, c'est un peu long, mais c'est sympa hein, de voir Daniel Craig dans un film comme ça, dans un personnage qui, après avoir fait tous les rôles de James Bond, etc., peut le retrouver vraiment pur et dur dans un personnage ultra atypique, queer, etc. C'est vraiment ultra étonnant. Mais pour le coup, le film, il m'a pas plus emballé que ça, quoi. C'est très joli, c'est vraiment très sympa, la musique est chouette, mais l'histoire, on s'emmerde un peu, quoi. J'aime ton côté cash. Alors, je dirais que le film a tous les défauts et les qualités du cinéma de Guadagnino, exactement comme Challengers, dites donc, j'ai l'impression de me répéter, c'est hallucinant. Non, mais en fait, le souci, c'est que il y a un point sur lequel on va avoir rien à redire et on va même, je pense, être dithyrambique là-dessus. Visuellement, le film est impressionnant.
Il déballe un espèce de paquet d'idées à la seconde qui est juste phénoménal. Et ici, je trouve, contrairement à Challengers, qui était vraiment un exercice de style, là, on passe sur un long métrage qui a vraiment une beauté graphique et esthétique qui, je trouve, est délicate et surtout vraiment belle. Il y a des moments où on se dit, les plans, ils ont une vraie imagination, une vraie inspiration, et ils vont chercher des espèces de références qui sont un petit peu plus accessibles que ne l'était sur Spia, par exemple, où là, j'avais un peu l'impression de ressortir en étant teubé. Et là, j'ai la sensation que Guadagnino va convoquer des choses qui sont plus dans une forme d'expression qui se rapproche de l'art contemporain, ou même de certains expressionnistes qui avaient envie aussi d'illustrer le rapport au corps, justement, dans une certaine période de l'art. Et je trouve ça beau. Mais après, on a ce problème que ça dure 2h20, et j'aurais été plus short, tu vois, j'aurais dit 1 heure, mais pendant 1 heure, disons que c'est une divagation. Alors, plus ou moins passionnante, hein, mais c'est une divagation d'un personnage dans un lieu qui fait factice, et je pense que c'est souhaité de la part de Guadagnino que ça donne cette impression de faux. Il faut savoir qu'ils ont tourné à Cinecittà, en Italie. Pays donc de naissance de Guadagnino, et donc il avait très envie de retourner là-bas, et Cinecittà c'est un studio de tournage qui est mythique, littéralement là-bas. Ça se voit que l'intention est de créer un lieu et un cadre qui sonnent comme faux, et donc de donner cette impression de perdition des personnages dans une espèce de réalité un peu parallèle où on a l'impression que en fait c'est très intéressant, mais on aura l'occasion d'en parler en termes de mise en scène, mais je trouve que Guadagnino a fait de ce film un long métrage qui visuellement donne la sensation d'être moderne, mais dans sa conception, sa création et sa visualisation en tant qu'auteur, l'a pensé comme un film des années 50. L'a pensé vraiment comme un film de studio des années 50, avec des acteurs dans un studio, avec des reconstitutions très bien faites, mais où tu sens cette facticité qui fait qu'on pouvait se retrouver devant des films comme Casablanca avec cette impression que on n'y est pas, quoi, Casablanca. Oui, non, complètement. Et puis ce qui marche vraiment pas mal, et puis que tu viens de le dire sur le fait que c'était l'impression qu'il déambule dans des trucs où c'est pas du tout réel, etc. Mais en fait, c'est que t'as pas beaucoup de lieux en soi. C'est des bars, des rues, des hôtels, une jungle. Et puis c'est tout, quoi. Et en fait, des fois, tu as un peu l'impression de rentrer dans la psyché du personnage qui fait que, en fait, c'est très bien mis en scène, vraiment, c'est vraiment super joli, etc. Mais moi, je trouve, dans le fond, il y a sans doute plein de choses à traiter, et, il y a sans doute plein de thématiques qui sont vraiment très subtiles, notamment, je pense à les scènes en superposition, là, c'est vraiment super joli. Mais c'est vraiment bien foutu, mais on en parlera, je pense, en mise en scène. Mais du coup, il y a vraiment plein de choses qui marchent, mais en termes d'histoire, en termes de choses, il n'y a rien qui se suit. Et moi, je l'aime beaucoup, hein, ce petit Daniel Craig un peu tout le temps bourré, qui se balade dans les rues et qui va essayer de choper des petits jeunes. Mais pour le coup, ça va 5 minutes, quoi. Ouais, non, en fait, le souci, c'est que tu l'as très bien dit, en fait, c'est une divagation. Le problème des divagations, en fait, c'est que si c'est mal équilibré d'un point de vue dramaturgique, et en tout cas au niveau de la narration, tu te retrouves rapidement à avoir l'impression d'être devant un labyrinthe dans lequel on te montre aucune porte de sortie, et où tu passes ton temps à faire des tours, sans jamais réussir à sortir d'une espèce de même carré, en fait, dans lequel tu es bloqué. Et c'est ce problème-là ici, c'est que je pense que Guadagnino, tu l'as très bien évoqué, il y a beaucoup de choses à analyser dans son film. Ça, c'est indéniable. Le problème, c'est que moi, un film qui cherche à faire analyser beaucoup de choses au spectateur, mais qui de base a du mal à pondre une narration ou une histoire concrète dans sa base, fait que du coup, ça ne devient pas un objet intéressant dans l'instant. Ça ne devient pas un objet qui... Je dis pas que tous les films doivent être des divertissements, mais la grande majorité des longs métrages, ce qui les rend intéressants, c'est qu'au-delà de l'aspect analytique, métaphorique et réflexif que tu vas avoir derrière en repassant le film dans ta tête, sur l'instant, tu es tout de même diverti, ou en tout cas, si ce n'est diverti, stimulé émotionnellement. Et la complexité, en fait, ici, c'est qu'on se retrouve devant un film qui nous stimule, mais qui ne stimule pas la bonne partie de notre cerveau. Qui semble vouloir stimuler absolument l'effet dopamine, mais derrière, singe savant, quoi. C'est genre, t'es teubé, tu deviens complètement con, mais c'est genre, t'es beau, t'es très très beau, par contre, ne vois pas ce qu'il veut dire, le monsieur. Et c'est très très frustrant en tant que spectateur. Et en même temps, c'est un peu fascinant parce que tu te dis, c'est pas possible, il veut forcément raconter un truc, c'est pas juste... On va avoir l'occasion de l'évoquer parce qu'on va avoir plein de trucs. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture. Le scénario est donc adapté d'un bouquin de William S. Burroughs, et le scénario est écrit par le même scénariste qui s'était occupé de Challengers, donc Justin Kuritzkes.
Alors, Kuritskes, comment dire donc, c'est un jeune scénariste, il n'a pas fait beaucoup de scripts. Ce qui est assez fascinant, c'est que encore une fois, il est captivé par cette idée de vouloir raconter une forme d'amour, je dirais pas transgressif, mais une forme d'amour qui va aller à l'encontre de certaines barrières. Si dans Challengers, l'idée c'était de vouloir montrer des personnages qui s'aimaient à trois et qui, une fois qu'ils étaient séparés de ce triangle, ça ne marchait pas. Ici, l'idée, c'est de montrer, dans les années 50, deux homosexuels qui cherchent à être amoureux l'un de l'autre, et en plus avec une barrière de l'âge qui est quand même assez conséquente. Donc, double quand même obstacle pour les deux personnages. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, dans la première partie de métrage en tout cas, de trouver ce qui motive en fait Kuritskes dans sa manière de construire sa narration. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il veut juste montrer la naissance d'un amour, ou s'il veut aussi montrer la perdition d'un cinquantenaire en plein Mexique qui veut se pinter la gueule et en même temps coucher avec des jeunes. En même temps, tu sens qu'il y a une réflexion plus complexe autour de l'idée de la personnification de queer. C'est-à-dire queer à cette époque-là, on le qualifiait plus de bizarre, de en marge, contrairement à aujourd'hui où ça veut dire beaucoup plus de choses. Mais à l'époque, c'était vraiment juste être bizarre. Et alors, est-ce qu'il veut explorer justement cette définition même de bizarre, dans le sens où on a carrément un protagoniste qui est... Bah, il est un peu luné quand même. En vrai, il est vraiment un peu chelou. Ah, disons que... Bah, après, il est tout le temps bourré. J'ai l'alcool joyeux. Là, je sais pas l'alcool comment il l'a, lui. Il a hein, l'alcool queer. Oui, il a l'alcool queer, parce que honnêtement, dans le genre, chelou. j'ai pas compris ce qui se passe dans la tête de Lee. Hein, parce qu'il y a des moments où... Oui, genre il fait des révérences, genre il fixe des gens. C'est genre il s'assoit au bar, il attend, puis il regarde l'angle. Il se voit en double, du coup. Il se voit en double. Oui, chacun a sa manière de concevoir l'alcool. Écoute, Non, mais c'est très particulier, du coup, parce qu'on se retrouve avec ça. En plus, on a cette quête qui arrive en seconde moitié de film, où il veut trouver une espèce de drogue ultime qui lui permettrait donc de pouvoir avoir un pouvoir de télékinésie quasiment, c'est presque... C'est pas télépathie. C'est télépathie, oui, c'est télépathie. oui, c'est de la télépathie, c'est pas de la télékinésie, c'est de la télépathie, mais oui, de pouvoir se fusionner avec l'être aimé, enfin, en fait, c'est très bizarre parce qu'on sent que, mine de rien, avec le recul, ce qui traverse Kuritskes, au-delà de simplement raconter une histoire d'amour, c'est aussi de montrer comment tu peux transcender l'amour. Qu'est-ce qui va plus loin que de simplement tomber amoureux et de réussir à être charmé par quelqu'un? Est-ce que c'est d'être vraiment dans sa tête et d'épouser finalement son point de vue? Alors, c'est très intéressant. Le problème, c'est qu'encore une fois, il y a 1 heure de film où... On s'emmerde. J'aurais été moins catégorique, j'aurais dit... On s'emmerde pas, non en vrai... On se pose des questions. Oui, quoi. et puis c'est assez rigolo de voir ce personnage de Daniel Craig déambuler dans les rues, déambuler dans les bars, coucher avec des genoux, et puis rencontrer son pote un peu beauf... tout le temps bourré aussi, enfin bref. Quand même un beauf gay, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage comme ça aussi. Mais oui, en plus déguisé en bûcheron, enfin genre vraiment, il n'y a rien qui va dans ce personnage. Mais genre en vrai, c'est rigolo, c'est sympa, et en fait, au moment où il devient un peu fantastique, où vraiment la mise en scène, tu sens que c'est soit de la psyché, soit tu sens que c'est très contemporain dans la manière de montrer les choses, bah, tu peux te dire, tu peux te demander, est-ce que le film veut pas m'emmener plus loin? C'est ça. Mais quand tu regardes le personnage de Craig, bah honnêtement, moi j'ai juste l'impression de regarder pas un prédateur sexuel, mais un vieux gars qui essaye de choper des jeunes et qui est au chômage et qui sait pas quoi faire de sa vie, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus, ouais, en fait, je vous ai dit en intro que c'était un écrivain, mais en fait, on le sait parce que vaguement, il évoque 2-3 trucs et à quelques moments, il évoque le fait qu'il essaye d'écrire des petites choses, mais c'est vrai que la plupart du temps, en fait... Tu sais même pas ce qu'il fait. Ce qui est très surprenant, c'est que, et en même temps, ça m'a un peu fasciné, en même temps, j'étais en train de me dire, attends, j'arrive pas à concrètement savoir qui ils sont. C'est qu'aucun personnage n'est réellement caractérisé dans une espèce de carcan social. Ce qui m'a beaucoup amusé, j'étais en train de me dire, attends, c'est bizarre, ces persos là, ils sont paumés dans ce lieu. Alors je vois ce qu'on veut me raconter, mais alors pourquoi il y en a aucun qui a l'air d'avoir un putain de taf? Mais oui. Pourquoi ils sont tous en train de se beurrer la gueule? Le mec qui a un taf, c'est le barman. Mais oui. Le barman, c'est le seul. Même ce jeune, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Pas si on nous dit vaguement qu'il travaille un petit peu à gauche ou à droite, mais parce qu'à un moment il nous dit clairement qu'il doit un petit peu se libérer de son boulot pour pouvoir partir en road trip avec Lee. Mais sinon c'est vrai que la plupart du temps il y a rien qui... En fait c'est très surprenant parce qu'on sent que la caractérisation des personnages se doit d'être simplement des espèces d'archétypes romantiques. Genre le petit jeune qu'on aurait très envie de séduire, le vieux quinquagénaire qui est en fin de romance et qui a l'air d'avoir un peu laissé de côté la vie et qui semble complètement perdu, mais qui s'accroche à un espèce d'idéal où il se dit, bah, peut-être qu'à un moment je vais encore tomber amoureux, c'est possible à mon âge, et c'est vrai que c'est
C'est très perturbant. Ouais, c'est très perturbant. Et puis, du coup, c'est là aussi qu'il n'y a pas trop de profondeur. Tu te dis, bah, en fait, c'est juste des personnages qui existent dans un monde où ils déambulent de bar en bar. Et en fait, t'es un peu déstabilisé. Et en fait, t'essayes un peu de te raccrocher un peu à tous les indices ou tout ce qui pourrait retranscrire des personnages. Mais à part ça, c'est un peu déroutant. Et en même temps, c'est comme ça que tu te dis que, bah, en fait, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a cette deuxième partie qui arrive, qui fait basculer le film, c'est-à-dire qu'en gros, on a 1 heure et quart qui se passe un petit peu dans les mêmes lieux, on divague un petit peu dans les mêmes endroits, et d'un seul coup, en fait, le film devient une espèce de quête de cette fameuse drogue, donc le Viagré, qui leur permettrait du coup d'avoir une espèce de fusion alchimique qui leur permettrait d'être complètement dans une romance fusionnelle à 200%. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si Kurisky s'était dit dans la première moitié de film, je sais pas trop ce que je veux raconter, là je sais, le gars c'est un camé de ses morts, il va être complètement en manque, et son objectif c'est de choper de la drogue. Que tienes la droga, por favor. C'est vraiment... Et ça devient une espèce de quête ultra linéaire d'un seul coup, ce qui contrebalance complètement avec cette première partie de film où d'un seul coup tu te retrouvais, comme on disait, dans un espèce de labyrinthe mental perdu. Et là d'un seul coup c'est genre, ligne droite, la drogue. Récupérons la drogue. Et là d'un seul coup tu te sens... Enfin, moi personnellement c'est la partie qui m'a le plus plu parce que je me suis dit d'un seul coup, en fait le film a compris qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus direct avec nous. Bah oui, puis c'est là où il se passe des choses. Oui, accessoirement. Mais bon, après, moi cette partie je l'aime bien, mais je suis là en mode... Bah gars, tu m'as perdu pendant 1h20. Je dis, t'essayes de me raccrocher à une sorte de semi-quête Indiana Jones ou genre... Indiana Jones de la drogue. Mais non, mais vraiment, genre ils sont vraiment dans l'accoutrement, ils se baladent de ville en ville, ils font des petites pauses, ils achètent des petites plantes, de la petite drogue. T'as Daniel Craig qui est chiant au possible avec le gamin parce qu'il est malade. Je veux plus, je veux arrêter. C'est un camé, Non, mais ouais. et ils s'enchaînent des clopes sur clopes. Genre... Oh la vache, ouais, non mais ça on en a pas trop parlé, mais alors si vous êtes en train d'essayer d'arrêter de fumer, n'allez pas voir ce film. Non mais là, la vache, c'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. Ah ouais, non mais moi cette deuxième partie, et puis à la fin, ça, enfin je dis pas trop en dévoiler, mais ça mignon en trick, tu sais pas trop quoi. En fait il y a presque plus de narration, je pense, pendant les 30 dernières minutes du métrage. Et puis... Moi ça m'a lâché, enfin, j'ai compris, il y a quelques scènes que j'ai trouvé vraiment magnifiques et tout, mais ça m'a perdu. Il m'a dit bon allez hop, pars en quête Indiana Jones, allez hop c'est parti. Moi je t'avoue que ça m'a un peu envoûté du coup cette deuxième moitié d'écriture, j'étais un peu en train de me dire en fait c'est un choix de composition qui consiste à vaguement replacer un tout petit peu de contexte pour qu'il y ait un début de quête, et ensuite les 30 dernières minutes c'est genre on lâche prise, c'est plus du visuel réellement que de l'interprétation narrative, et ça peut être très perturbant. Honnêtement ça m'étonnerait pas qu'il y en ait plusieurs parmi vous qui me disent les 30 dernières minutes je les ai trouvées horribles, c'était n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Moi perso c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le film, parce que je pense qu'à ce moment là Kurisky s'est dit bah vas-y, faisons des idéogrammes en fait, arrêtons d'écrire des trucs, faisons des cases avec un dessin plus concret, et puis en fait j'ai pas envie d'écrire, là ça sert à rien d'écrire, il n'y a plus rien à raconter, les persos là on les a placés, on les a caractérisés, on a limite fini leur quête, maintenant ce qui nous intéresse c'est de laisser libre cours en fait à leur fantasme, en tout cas à certaines idées qu'ils ont en tête, et finalement bah, c'est là que le scénariste en fait se libère le plus, ce qui est quand même paradoxal. Il y a un scénariste qui se libère de l'écriture pour finalement ne plus écrire grand chose mais offrir littéralement de la place à un auteur pour faire n'importe quoi. C'est une forme de liberté. Hein, oui, complètement, complètement. En termes de mise en scène, notre cher Luca Guadagnino démontre une nouvelle fois qu'il est un des réalisateurs à l'heure actuelle dans le cinéma américain. Je dis américain, mais je devrais presque dire international, parce que vu l'aura qu'ont ces films, c'est vrai que certes, ils se servent beaucoup de casting américain ou anglophone, mais ils tournent un petit peu à gauche et à droite, notamment là, comme je l'évoquais, c'est en grande partie un long métrage qui a été tourné dans les studios de Cinecittà, donc en Italie. Mais c'est un des cinéastes aujourd'hui qui est le plus intéressant, parce que autant on peut se questionner sur les histoires qu'il décide de raconter, comme là on vient de le faire au travers de l'écriture. Autant moi ce qui m'impressionne, c'est que visuellement, c'est un réalisateur qui cherche à pousser le cinéma dans des directions qui rendent ses œuvres, si ce n'est fascinantes, en tout cas hypnotisantes. Ouais. Queer est un film hypnotisant, et par moments je le pense réellement dans le sens le plus pur, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu es littéralement happé par les images qui se présentent devant toi et tu n'arrives pas à décrocher tellement tu te dis mais waouh, ok, oui, c'est beau. Alors je sais pas tout de suite ce que tu veux me raconter, mais c'est beau quoi. Ah, c'est clair. Et puis tout est super léché, vraiment tout est vraiment bien foutu, et tu sens que sur certaines scènes où comme je disais un peu avant, t'as le côté fantastique qui arrive.
Et bah là, tu sens que genre, des fois, il touche un peu à l'horreur ou à quelque chose qui fait que tu dis, mais voilà, genre. Sur la corde des genres en fait. Hein. Ouais, et genre, tu dis vraiment que cette scène, elle est vraiment trop classe. Genre, là, par exemple, dans une des scènes de fin où machin, sans Oui. expliquer le contexte, à un moment, ils fusionnent les corps, etc. Et ça, c'est super classe, quoi. Et, Ils ont carrément embauché des chorégraphes pour cette scène-là. non, mais Ça m'a impressionné. c'est vraiment joli. Ou sinon les scènes de superposition où en fait t'as le personnage de Daniel Craig et le petit jeune qui discutent à un bar et tu t'as une Et d'un seul coup, t'as et une main en et t'as une main surimpression. en surimpression qui passe et genre tu te dis mais c'est super fort comme mise en scène quoi, c'est trop bien et il fait ça avec il fait ça à plusieurs moments dans le film et ça passe super bien. Mais après t'as la narration qui est bon, voilà, mais en termes de mise en scène c'est vraiment canon quoi. Ah oui, non, non, mais c'est impressionnant. Moi, ce qui me fascine, j'avais utilisé un comparatif dans Challengers, que je reste affirmatif là-dessus. Je trouve que Luca Guadagnino, par de nombreux aspects, alors attention, tu as rigolé, c'est le Zack Snyder du cinéma Oh d'auteur. putain. Non mais vraiment, dans le sens où c'est un mec qui est putassier comme c'est pas permis parfois dans sa mise en scène. Challengers, c'est un film où il y a des plans, ça me fait mourir de rire. On dirait du Michael Bay versus Zack Snyder. Le plan de la balle de tennis. La balle de tennis. Ok, Mais d'accord. ça ne sert à rien niveau identification. Je ne vais pas m'identifier à cette balle de tennis. Mais le plan est classe. Et c'est pour moi, ça me rappelle le plan de la torpille dans Pearl Harbor, qui niveau identification ne sert à rien parce que tu ne t'identifies pas à une torpille. Bah oui, bah Tu non. ne t'es pas réveillé demain et tu ne vas pas dire Ah, bonjour, je je suis suis une une torpille. torpille. Voilà, comme tu ne vas pas dire je suis une balle de tennis. Mais tu te dis le plan, visuellement, il a de l'impact sur moi. Et je trouve qu'ici, il y a des plans où j'étais en train de me dire, bah c'est ralenti en soi. Ils sont super esthétisants mais ils disent pas grand chose. Mais par contre, du ralenti de Daniel Craig qui se balade dans les rues sur du Nirvana, Ça c'est cool, non, c'est vrai que ça c'était franchement, ça aurait été fait par Zack Snyder, j'aurais fait, c'est la Oh. même, c'est identique, c'est cool. pareil. Oh non. Mais si, mais parce que Zack Snyder, pareil, il a cette fascination du ralenti, et en fait, je trouve qu'il y a plein de moments où je suis en train de me dire, à chaque fois, c'est vraiment un esthète, Luca Guadagnino. Mhm. Mais Zack Snyder l'est aussi, et plein d'autres cinéastes le sont, et dans chacun leur genre différent. Et je trouve qu'ici, Guadagnino, en fait, ce qui lui plaît, c'est d'expérimenter justement une esthétisation, ou une suresthétisation même de certains instants, dans un cadre de cinéma qui est clairement en marge de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma populaire. Et le fait qu'en plus tu sois devant ce fait qu'il se soit dit James Bond au Mexique beurré que je vais suresthétiser, bah, tu te dis Ça oui, marche, c'est oui, c'est ça ce qu'on marche. veut en fait, c'est ce que ferait un blockbuster s'il était fait en marge de la société. Mhm. Et moi c'est ce que j'adore en fait dans Guadagnino, et c'est ce qui me fait l'adorer et le détester en même temps. C'est que je déteste ces films parce que des fois je me sens bête quand je les regarde, parce que soit je me dis l'écriture c'est débile comme Challengers, ou même s'il y a la créativité de oh dis donc on va mélanger les timelines, ça reste un scénar de romance débile, Bah oui. c'est les feux de Bah l'amour. oui, bah oui. Mais il y a cette créativité esthétique d'un auteur qui se dit je vais donner un cachet à ça. Pour moi, il me rappelle beaucoup ce que faisait John Woo sur ses projets américains. Ok. Les scénars en soi, tu les prends tels quels, Mhm. ils sont vraiment pas très intelligents. Et j'adore Volteface, hein. Mhm. Mais le scénar, tu le remets dans les mains d'un réalisateur plus classique de cette période-là, c'est débile. Ça donne double team de Tsuyark avec Jean-Claude Van Damme et Dennis Rodman. Donc voilà, Mais John Woo avait cette inspiration de se dire, j'ai beau avoir des scénars basiques, si je les suresthétise et que j'en fais quelque chose de beau et de léché, les gens vont adorer. Mhm. Broken Arrow, banco. C'est un film qui débile en termes d'écriture, mais visuellement c'est une perle. Et je trouve que c'est ce qui se passe ici un petit peu avec Guadagnino. Alors je vais pas non plus vous dire que Queer a un scénar débile, c'est pas le cas. Et j'aimerais beaucoup lire d'ailleurs le bouquin de William S. Burroughs. Mais la manière avec laquelle la narration est conçue est tellement ou complexe, ou difficile à aborder, ou même on peut la trouver mauvaise sur Oui. certains points. On ne pourra pas enlever au long métrage que Guadagnino arrive à l'esthétiser de la bonne manière et à lui donner des instants qui sont des purs moments de folie Ah, esthétique. complètement. Mais complètement, t'as tout dit. Moi, pour moi, je le rapproche plus en termes d'esthétique et même. Enfin, moi, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, donc moi, c'est un peu plus mes refs. Mais genre, moi, des fois, il y a certains plans, il me fait penser à Eger ou dans les trucs un peu chelous, un peu bizarres. Où genre, je pense à la scène où t'as la femme qui est découpée en deux. Et genre c'est trop bizarre. Tu te dis mais c'est quoi ce trip, le gars il a vraiment fumé n'importe quoi ou genre, vraiment tu sais pas d'où ça sort mais tu te dis mais c'est trop stylé. Enfin genre tu mets ça avec un peu de sang machin et tout et genre tu dis mais ça passerait crème quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est trop chouette. Enfin vraiment il y a plein de. Enfin, moi c'est vraiment un cinéma qui m'attire, les trucs un peu chelous etc. Mais c'était. Enfin oui honnêtement je suis d'accord. J'accorde ce point-là au film. Il est quand même assez joli, quand même bien foutu. Et je trouve qu'il a une très belle représentation aussi de la sexualité. Et je pense que ça a dû être très compliqué de se projeter justement pour montrer ça, parce que le film, je dirais pas, est très cru, mais
montre le sexe de manière très concrète et de manière très pure aussi. Je trouve qu'il n'y a pas de filtre dans sa manière de le montrer, dans le sens où c'est pas du sexe de cinéma, quoi, en un sens. Et c'est ce qui me plaît beaucoup, parce que vu qu'on est sur un long métrage avec une esthétisation qui fait très cinématographique, ramener cette, j'allais dire cruauté, mais ce côté brut, et ce côté vraiment concret, en fait, du sexe, je trouve que ça amène un réalisme qui, finalement, est très surprenant au sein même de cette composition cinématographique, qui, justement, a tendance à être très belle, à jouer sur le côté presque factice des appartements, dans le sens où ça se voit que c'est un matte painting qui est en fond. Enfin, il y a plein de plans comme ça où j'étais en train de me dire aussi, et c'est pour ça aussi que je refais le lien avec ce qu'on évoquait au début, dans le sens où je trouve que Guadagnino fait un petit peu du cinéma à l'ancienne, c'est que je trouve qu'il y a des moments, on dirait des maquettes qui auraient été faites à l'ère de 2020. Je pense notamment à une 4 voix qui est montrée à un moment. Ça fait faux, mais ça fait pas faux où tu te dirais c'est laid. Tu te dis juste, ça se voit que c'est un parti pris, en fait. J'ai presque l'impression de voir des voitures qui seraient dirigées par une espèce de corde métallique très fine, alors que pourtant ça se voit que c'est de la 3D. Mais il y a cette espèce de mix justement de composition. Et puis il y a des plans, enfin il y a d'autres moments, enfin... Pas envie de le spoiler parce qu'il est beau et en même temps il arrive vers la fin du film. Mais il y a un plan où, disons, Daniel Craig tombe de quelque part. Ah oui. Ce plan, mais je t'avoue, quand je l'ai vu, j'étais en mode wow. Ok, alors tu m'as perdu à certains moments, film, mais là tu me chopes par le cou et là t'es en train de me tâter la glotte et me dire hey, regarde, oui, je te regarde, tu es beau. Et ça, enfin voilà. Mais c'est ce qui m'avait alpagué aussi devant Challenger, c'était que je m'étais dit, putain, le scénar il est nul, mais visuellement c'est juste, enfin c'est hyper créatif. Cool, et ce qui est bien aussi, il faut le citer, c'est qu'il a encore repris Trent Reznor et Atticus Ross pour faire la bande originale, mais qu'ils vont à milieu de ce qu'ils ont l'habitude de composer. Puis la musique elle est géniale. Ouais, non, la musique elle est belle, enfin, le thème Pure Love, qui est un des thèmes principaux du long métrage, c'est ce qu'il expliquait en gros, c'est-à-dire que pour Challengers, la musique s'est fait très spontanément, et ils ont mis quelques mois à la faire. Pour ce film, ils ont mis plusieurs mois, voire quasiment un an en fait à composer la bande originale, parce que c'est pas du tout leur terrain habituel. C'est des belles mélodies, c'est quelque chose de plus composé, de plus délicat. Et moi j'ai trouvé ça beau, en fait, ça fait du bien d'entendre des compositeurs vraiment se challenger pour se dire, on nous connaît... oui, en plus, oui. Non mais voilà, quand t'écoutes la BO de Challengers, littéralement c'est un méga mix de 2h45 où c'est à fond. D'un seul coup, passer sur la bande originale de Queer, tu te dis, la vache, c'est les mêmes compositeurs, et entendre ça, ça fait du bien. Et c'est là que je pense, on voit aussi que Guadagnino est fédérateur, dans le sens où il arrive à pousser certaines personnes à aller à l'encontre même de leurs principes de composition ou de création, pour proposer des trucs complètement neufs. Et voilà. Queer est un film bizarre, à l'image de son titre, mais c'est un film qui cherche à proposer des choses aux spectateurs qui sont vraiment surprenantes, et qui fait que même si on est déstabilisé par des moments de composition dramatique ou narrative où on se dit je ne sais pas ce que veut me raconter le film, il y a quand même cette sensation d'être devant une œuvre qui nous parle visuellement. Complètement. Et du coup c'est ça en fait qu'on retient à la fin du film, c'est cette impression que peut-être le réalisateur il n'arrive pas à nous faire comprendre ce qu'il veut raconter de ses personnages, mais ce qu'il n'arrive pas à nous faire comprendre par la narration, il arrive à nous faire comprendre par le visuel. Ouais, c'est très bien dit. Et je te propose qu'on passe au casting, mon cher. Alors le casting, on va vite en faire le tour, parce que mine de rien, on va pas se mentir, il n'y a pas non plus beaucoup d'acteurs sur ce long métrage. Non. Dans les rôles secondaires à retenir, moi je retiendrai surtout Jason Schwartzman, donc dans le rôle de l'acolyte beauf. Le beauf gay, voilà, on va l'appeler comme ça, mais qui s'appelle donc Joe, qui est amusant et complètement barré. En plus il s'est grimé comme c'est pas permis, il a un nombre incalculable de prothèses sur la gueule, c'est assez impressionnant, mais très drôle. Dans les rôles plus secondaires, voire même tertiaires, qui est-ce qu'on pourrait citer? Peut-être les amants, je connais pas leur nom, mais les amants de Craig. Oui, tout à fait. Leur ennemi. Oui, on a Enrique Zaga, on a Colin Bates, on a Drew Starkey, on a Simone Rizzoni, on a Drew Droge, on a Ariel Schulman, oui, on a Andra Ursuta qui joue donc quand même Marie, la fameuse... Ah oui, la fille un peu mystérieuse. La Indiana Jonesette chelou. Ah non, c'est pas la jeune au tout début. Non, c'est la Indiana Jonesette, je crois. Oui, ok. Ou alors, attends, c'est la Brura des Texcoco. Ah non. Bah c'est pas la sorcière. Non, c'est elle la fameuse fille chelou, ah oui. c'est elle. Okay. Mais sinon non, Andra Ursuta c'est bien celle qu'on pense. Ah mais elle est, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est extraordinaire, je trouve son jeu il est fantastique, il est presque hypnotisant son jeu, c'est assez fascinant. Non, faut citer surtout Dan DeWitt,
qui joue donc Carl, Mm. le fameux jeune homme que veut séduire. Mais Lee. celui qui était en Challenger. C'est ça qui est bien, qui est Oui. vraiment bien, je trouve l'acteur est délicat, très beau, très touchant, enfin, en même temps très énigmatique dans sa manière de composer le personnage, c'est assez surprenant, mais on sent que la direction a pas été, t'es le petit minot que Lee veut absolument séduire, on sent que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus dense, et moi j'ai trouvé son interprétation très belle, et bah, surtout il faut parler de Danny. Magic Danny, De notre James- petit de James, James Bond. James Bond, quand même, sacré grand écart. Ah, Parce que ouais. mine de rien, je crois pas qu'il ait fait. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'il avait rien fait depuis Mourir peut attendre. Pas Couteau tiré 2. Si, tu as raison, c'est vrai. Oui, il a fait à couteau Où il tiré. jouait pas exactement le même style de personnage. plus Hercule Poirot. Hercule Poirot. Poirot. Mais ouais, non, je crois que c'était avec Couteau tiré. Oui, je crois que c'est à couteau tiré 2. Et qu'entre temps, il a rien fait d'autre. Je Mais crois quand pas. même, Ouais, ça quand date. même, joli écart. Hein. Ah ouais. Joli écart. Hein. Ouais, non, ouais, non, mais il m'impressionne. Il m'impressionne parce que c'est vrai que c'est souvent très compliqué. Enfin, on va pas se mentir. Bon, là, c'est le fan de James Bond qui parle. Hein. Mais la plupart des acteurs qui ont interprété James Bond, sortir du personnage de James Bond Ouais, est c'est un compliqué. enfer. Pierce Brosnan, je vous invite à me trouver vraiment un excellent film dans lequel il a joué après les derniers James Bond. Il y en a très très peu. Et Daniel Craig, c'est vraiment l'anomalie au milieu de tout ça, c'est-à-dire que même entre les James Bond, il était capable d'interpréter des petits rôles à gauche ou à droite, et il a quand même réussi à se diversifier. Et je trouve qu'avec Queer, il passe une nouvelle étape parce que, honnêtement, interpréter ce genre de personnage après avoir interprété une icône hétérosexuelle, C'est quand même fin du collier quand même. ouais, non, mais chapeau, chapeau, parce que je pense que peu d'acteurs peuvent se vanter de réussir à faire un tel grand écart et surtout de le faire aussi bien. Mhm. Parce que je le trouve très charismatique, Oui, au-delà du personnage un assez peu pathétique. très pathétique. Et moi je le Assez trouve pathétique. très insupportable aussi dans la deuxième partie. Disons que c'est le pote un peu beurré qui a pas eu sa dose de bière et depuis Oui, ça, 3 le- jours et que t'as envie un petit peu de lui dire mais c'est bon, arrête, Non, mais t'as laisse-moi assez bu, tranquille, non t'as mais assez bu. arrête. Non, je veux boire, je veux l'alcool, je veux la drogue. C'est typiquement ça quoi. Mais sinon au-delà, ouais, moi je le trouve vraiment puissant et de toute façon c'est Craig, c'est vraiment un super acteur et même que ce soit dans les James Bond ou même l'avant, Layer Cake ou même Couteau tiré et tout, vraiment c'est un acteur de génie et même si au-delà de son personnage qui est très insupportable je trouve, il joue très très bien. Ah bah oui, non, mais l'interprétation elle est fantastique et moi je trouve que même si Dan DeWitt est très bon, clairement le film c'est lui qui le porte Oui, non, sur ses complètement. épaules on va dire à 80% et non, il est vraiment hallucinant. Non, moi il m'a Ouais. beaucoup impressionné. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de Queer mon cher? Eh bien, je n'ai pas trop perdu 2h20 de ma vie. Ça va. Le film était. J'ai pas aimé, mais le film était joli. Très sympa à regarder. Mais pas plus. Voilà. Et toi? Je retiendrai une sacrée expérience qui vaut le coup d'être vue dans une salle parce que réellement ça impressionne quant à ce que ça pose visuellement et émotionnellement. Après, encore une fois, gardez en tête que si vous n'aimez pas le cinéma de Guadagnino de manière générale, dans le sens où vous trouvez ces scénars un peu bizarres ou un peu barrés ou étranges, celui-là ne va pas différer. Je vois plein de gens dire « Oh là là, mais c'est Guadagnino qui se transcende, etc. » Non, c'est Guadagnino qui est dans la pure filiation de ses précédentes œuvres. C'est juste que là, par contre, d'un point de vue visuel, il atteint le stade où, littéralement, le visuel parvient à prendre le pas sur l'écriture. Mm. Ça ne suffit pas à en faire un excellent film, mais à en faire un bon film. Moi, je dirais quand même un bon film. Bon film. Un bon film, qui est tout de même à voir. Donc Queer de Luca Guadagnino, et ben pourquoi pas, peut-être que ça va vous plaire, et si ça vous plaît pas, ben, vous avez le droit. Complètement. Parce que vraiment, vu la gueule du film, si vous... Bah non mais c'est vrai, autant il y a des films, des fois tu te dis, bon si les gens aiment pas, c'est quand même qu'ils sont un peu nuls, et là, bah tu te dis en fait Oui, mais non, là, il parce est dans que un entre-deux quand même c'est pas ça, mal. il Ouais. est vraiment tellement barré que ça serait pas étonnant de voir des gens adorer le film, et d'autres dire, c'est une énorme daube quoi. Et je comprendrais Complètement. totalement les deux points de vue. Merci mon cher Maël. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais Je j'espère sais pas. vite, Mais moi aussi. avec grand plaisir. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Je vous sers un petit rhum et on se beurre la gueule Allez. jusqu'à l'été de l'année prochaine. Je sors mes 20 paquets de Allez, clopes. vas-y, on va sortir Tiens, on y les va. paquets de clopes, on va sortir les lunettes, le chapeau et la révérence. Indiana Jones. La révérence.